Alors, j'ai pris ce titre Wegener précurseur de quoi, ce qui me laissait la possibilité de dire ce que je voulais sur la question et de la laisser sous une forme très interrogative. Finalement, quand on a commencé à parler de tectonique globale, et puis d'ailleurs aussi bien les scientifiques que les pédagogues qui avaient en parlé, finalement disaient bah oui, il y a Wegener, et puis alors il y a un saut de 50 ans, et on arrive à Ariès et toute la suite, bien sûr, que l'on enseignait. En réalité, bien entendu, ce schéma est un schéma extrêmement simplifié de la chose, et alors je vais partir de ce schéma-là, on appuie, voilà, et vous montrer mon plan. Il n'est pas possible de parler de Wegener si on ne sait pas ce qui survient avant, à quoi il répond. Par conséquent, je vais exposer rapidement les deux théories contradictoires de l'époque, l'une en Europe et l'autre en Amérique, voir comment Wegener lui-même a défendu ses conceptions, et puis nous verrons que de Wegener, je dis Wegener, comme vous voulez, un certain nombre d'étapes nous font arriver à ce que vous connaissez, à ce que nous enseignions tous, ou j'enseignais il y a très longtemps, c'est-à-dire donc à S et l'hypothèse de Wein et Matthews, et puis de la suite, ce que Siegfried fera, bien entendu, à partir de 1967. Moi, je m'arrêterai, oui, je m'arrêterai à cette fameuse réunion de Washington de 1967. Voilà pour mon plan. Alors, la façon mythique de traiter la question, donc c'est celle-ci, c'est-à-dire, donc alors, Alfred Wegener, né à Berlin en 1880, expose en 1912 à 2 reprises des exposés sur des idées nouvelles sur la formation des grandes structures de la surface terrestre, continents et océans, sur des bases géophysiques. Et puis alors une seconde version, la même année 1912. Après ça, bien sûr, il y a la guerre. Et au cours d'une blessure, il quitte le front. Et il a le temps, pendant sa convalescence, d'écrire son livre, qui fait d'abord moins d'une centaine de pages. Il sera réédité en 1920, 1922, 1924, et en 1929, au moment où il quitte l'Europe pour aller explorer le Groenland, il publie une dernière édition, et il va mourir quasiment le jour de son 50e anniversaire en voulant ravitailler un groupe, puisqu'il est chef de cette expédition. L'édition de 1922 est traduite en français, anglais et espagnol en 1924. Et puis alors, dans la vision classique, et qui a été soutenue aussi, il faut dire, par certains scientifiques découvreurs de la nouvelle tectonique globale, on saute à l'exposé de Ariès, avec celui de Dietz en même temps, paru dans Nature. Et puis, bien sûr, il y a ensuite Wein et Matthews. Et vous voyez aussi que, j'y reviendrai bien sûr, vont apparaître un certain nombre d'autres auteurs, comme Runcorn, comme Blackhead Bullard. Et puis, nous arrivons ainsi au symposium de 1967. Alors ça, c'est la vision classique, c'est la vision raccourcie, peut-être un peu caricaturale de ma part. Mais, bien entendu, il faut bien voir que, en fait, Alfred Wegener répond à une question qui apparemment ne préoccupe pas les gens de l'époque et qui devrait le faire. En réalité, c'est que en Europe et en Amérique, il y a des visions complètement différentes de l'histoire tectonique de la Terre. Elles sont contradictoires. Alors, personne ne se préoccupe de ce que disent les contradicteurs, mais bien entendu, le grand intérêt de Wegener, c'est qu'il va
faire une synthèse des deux. Et je trouve ça parfaitement remarquable. Et les contemporains n'ont pas forcément compris seulement de quoi il s'agit. Alors bon, je vous rappelle, hein, sur un schéma très bref, dans la vision européenne, il y a bien entendu l'idée qu'il existe des corrélations entre l'Europe et l'Amérique concernant à la fois la tectonique, la géologie et la paléontologie, et notamment, alors je vous ai fait un dessin sur lequel j'ai représenté les orogénèses hercyniennes et calédoniennes traversant l'océan Atlantique et aboutissant aux montagnes vertes et aux Alleghanies. C'est un Français, c'est Marcel Bertrand, qui dès les années 1880 avait vu cette corrélation et imaginait par conséquent que l'océan Atlantique était traversé par ces orogénèses. J'ai mis l'ère du Mésosaurus, j'ai peut-être eu tort, j'aurais dû plutôt mettre la flore Glossopteris qui est très antérieure. Le Mésosaurus, c'est dans les années 1910-1920 qu'on délimite ces terres. La flore Glossopteris, elle est connue dès les années 1880, donc c'est très antérieur. Mais comme elle est beaucoup plus difficile à cerner, j'ai préféré mettre ce dessin-là, mais enfin, en tout cas, peu importe. Je n'insiste pas plus sur la question. Vous le savez tous, hein, ces corrélations entre l'hémisphère nord d'une part et l'hémisphère sud d'autre part est une chose qui est bien connue en 1912 et par conséquent il y a un problème de savoir pourquoi il y a ces corrélations. Alors on les explique par des effondrements, en l'occurrence ici l'effondrement de l'Atlantique, comme il y a effondrement des relations entre l'Inde et Madagascar, entre Madagascar et l'Afrique, etc. Toutes ces corrélations donc s'expliquent dans la théorie européenne, qui est celle d'Edward Suess, le grand géologue autrichien de cette grande synthèse des années 1880-1910. Donc cet ensemble-là se tient et s'explique par des effondrements qui suspendent, qui interrompent des corrélations antérieures. Pendant ce temps-là, les Américains, eux, sont sensibles à l'isostasie. L'isostasie, c'est une idée européenne au départ, des années 1850, mais qui sera bien acclimatée aux États-Unis. Et finalement, les Américains vont devenir les défenseurs de l'isostasie, les défenseurs aussi d'une autre conception qui est celle de l'existence de grandes fosses qu'on appelle des géosynclinaux, en bordure des continents. Et cet ensemble, ce système, sera expliqué par eux par ce qu'on appelle la permanence des continents et des océans. C'est-à-dire que les océans et les continents existent dès le départ et il ne peut pas évidemment y avoir des effondrements dans la mesure où l'isostasie explique que les continents sont plus légers que les océans et par conséquent le fond des continents ne peut pas produire un fond océanique en s'effondrant, puisqu'il ne veut pas s'effondrer dans quelque chose qui est plus dense que lui. Par conséquent, il y a là une idée de permanence qui est incompatible avec la conception des Européens. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre, hein. On ne peut pas comprendre les deux, et la grande idée de Wegener, eh bien, ce sera de faire la synthèse des deux. Alors, je n'ai pas représenté la conception américaine, elle est facile à imaginer, puisque les continents existaient dès le départ comme ils sont à l'heure actuelle, par conséquent, ce n'est pas la peine d'en faire un schéma. J'en ai représenté une version qui est un peu synthétique entre la conception américaine et la conception européenne, c'est la conception du géologue français Émile Ogg. Émile Ogg est un peu le concurrent d'Edward Suess, sauf que sa synthèse est plus pédagogique et moins fondamentale que celle de Suess. Et alors lui, il a repris l'idée des géosynclinaux, il va l'acclimater en Europe. Seulement, comme il est européen et comme il connaît évidemment mieux les montagnes
alpines que les montagnes, que les rocheuses et la cordillère, et il imagine que les géosynclinaux sont entre deux continents, non pas en bordure d'un continent et d'un océan, mais entre deux continents, et par conséquent, il va imaginer des continents sur les océans actuels. Vous voyez son schéma assez extraordinaire. Donc voilà, il y a ces deux positions qui se contredisent et qui ne peuvent pas être vraies toutes les deux sous cette forme-là. Alors, je reprends ici mon exposé du départ. J'ai laissé en noir tout ce qui était sur ma diapo précédente, en TP8e, et vous voyez donc à tout ce que j'ai mis concernant Wegener et la suite, eh bien, il faut ajouter ce que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire que finalement, la conception de Wegener ne va pas attendre 50 ans, d'une part, et elle sera discutée, elle sera l'objet de multiples colloques. Par ailleurs, en même temps que les idées de Wegener seront discutées, des idées nouvelles vont apparaître et des découvertes. Et c'est cet ensemble que je voudrais maintenant essayer de vous montrer en faisant, par conséquent, un exposé qui replacera un certain nombre de choses qui ne sont pas dans le schéma simplifié précédent. Alors, très simplement, très brièvement, un schéma, il est de moi parce que finalement il n'y a pas dans Wegener de schéma comme celui-ci. Par conséquent, il est extrêmement schématique, mais enfin, il représente assez bien la situation. Il y a donc une croûte continentale qu'on appelle le Ciel, qu'on appelle d'ailleurs depuis Sus le Ciel, qui repose sur du cima, et le mouvement d'avancée du Ciel sur le cima fait qu'à l'avant, le Ciel va rencontrer une résistance du cima et va se plisser. C'est ce qu'on appelle un effet de proue, et qu'à l'arrière, au contraire, ce mouvement va laisser des petits îlots qui vont rester en position arrière des continents et qui vont former ce qu'on appelle l'effet de poupe. Alors, proue et poupe, ça c'est d'un des partisans de Wegener, qu'on va revoir dans un instant, qu'on appelle Émile Argan. Wegener n'utilise pas ce vocabulaire, mais il va le reprendre. Et si vous avez, comme moi, la dernière édition, il va utiliser le vocabulaire d'Argan. Il va reprendre beaucoup d'ailleurs des idées d'Émile Argan. Donc voilà comment la situation se présente. Alors, quels vont être les arguments de Wegener? Je reste un instant sur cette diapo pour voir les arguments de Wegener. Eh bien, d'abord, il est sensible à l'isostasie, et l'isostasie montrant une mobilité verticale des continents, il ne voit pas pourquoi, s'il y a mobilité verticale, il n'y aurait pas mobilité horizontale aussi bien. Par conséquent, quand on dit qu'il n'y a pas possibilité de mouvements horizontaux, il dit alors pourquoi les mouvements verticaux seraient-ils possibles si les mouvements horizontaux ne le sont pas? Il reprend l'idée qu'il y a un soubassement différent aux continents et aux océans, et en utilisant un argument très simple, quand on étudie la fréquence des différentes profondeurs, différentes altitudes et différentes profondeurs à la surface de la Terre, on s'aperçoit qu'il y a deux maxima de cette fréquence. Un maximum qui correspond au continent à peu près de 100 mètres et aux océans d'à peu près 4800 mètres, 4600, 4700 mètres de profondeur. Par conséquent, si les continents et les océans ont une altitude moyenne aussi différente, et sans intermédiaire entre les deux, alors qu'on penserait que normalement, si c'était un continent qui s'était progressivement affaissé, il devrait y avoir
un maximum au milieu de cette série-là. Si c'est donc les deux qui sont deux maxima, une courbe bimodale, c'est donc qu'il y a une matière différente pour les continents et pour les océans. Et s'il y a une matière différente, eh bien, il y a bien quelque chose qui est en relation avec la permanence. En revanche, toutes les observations qui ont été faites par l'école de Susse et par les continentaux, il les reprend à son compte, et par conséquent, il dit bien les arguments géologiques des analogies de part et d'autre de l'Atlantique, par exemple les grands massifs gneissiques qu'on trouve à la fois au Brésil et dans le golfe de Guinée, sont en relation ensemble. Les éléments paléontologiques, je le disais, le Mésosaurus est pris en compte. Et puis alors, mais c'est le seul élément malencontreux et caduc de cette affaire, c'est qu'il y voit des arguments géodésiques, les mesures un peu approximatives faites à l'époque sur la distance entre les continents, entre le continent américain et le continent européen, laissaient penser qu'il y avait des déplacements de plusieurs dizaines de mètres par an. C'était évidemment tout à fait malencontreux, tout à fait faux, mais il va utiliser cet argument-là, qui sera le seul de ce qu'il a indiqué ici, qui va tomber. Et alors, il a, et je vais reprendre ça parce que j'aime beaucoup cette phrase, pour bien montrer qu'il fait la synthèse des deux conceptions. Il dit, voilà, si nous prenons comme base la théorie des translations, c'est la sienne évidemment, nous répondons à toutes les exigences justifiées tant à celles de la loi des anciennes liaisons continentales qu'à celles de la permanence. Nous n'avons qu'à énoncer ces lois comme suit. Ponts continentaux, parce que les grands effondrements étaient remplacés par simplement des ponts qui s'effondraient. On n'osait plus imaginer que tout l'Atlantique s'était effondré. Par conséquent, on imaginait qu'au départ, il y avait seulement des ponts. Alors, ponts continentaux, oui. Non pas grâce à des continents intermédiaires affaissés, mais à des socles continentaux jadis contigus. Permanence, oui. Pas de chaque continent océan pris individuellement, mais permanence de la surface océanique totale et de la surface continentale totale prise en bloc. Vous voyez en quoi il y a véritablement la synthèse des deux conceptions, et du coup, on aurait dû crier bravo, on aurait dû s'extasier sur son imagination, sur sa conception. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qui s'est passé jusqu'à la mort de Wegener, ce que j'avais déjà montré tout à l'heure, mais brièvement, sans le commenter, et pour vous faire voir que finalement, eh bien, l'affaire est nuancée. On ne peut pas dire que Wegener n'a pas été compris, qu'il a été rejeté immédiatement, qu'il a été ignoré. Regardez, il y a donc d'abord, j'ai dit Argan, j'en ai parlé tout à l'heure, l'effet de Pou et de Pou, c'est Argan. Argan, en 1922, au Congrès géologique international de Bruxelles, va faire un exposé qui, dans l'édition du Congrès en 1924, va occuper 200 pages. 200 pages du volume. C'est pas rien. Et il va, sur l'Asie, en prenant l'Asie donc comme référence, il va montrer la conception d'Argan, ce qu'il appelle le mobilisme. Donc voilà un partisan. Et un partisan qui ne se découvre pas en 1922. Dès 1916, Argan est professeur à Neuchâtel, dès 1916, il a adopté cette conception-là. Par conséquent, la conception, l'année d'après la publication de l'ouvrage de Wegener, Argan, à Neuchâtel, est un partisan de cette conception. Et Argan, c'est un support considérable. Vous voyez, des débats ont lieu. Alors, c'est vrai que les deux débats d'Angleterre sont assez défavorables à Wegener. Il y a en Angleterre un monsieur qui sera jusqu'à sa mort l'adversaire de Wegener, c'est Sir Harold Jeffreys. Jeffreys, dans son livre sur la Terre, va s'attaquer aux idées de Wegener et va dire la Terre est solide, la Terre est rigide et il n'est pas possible qu'il y ait de tels mouvements. La Terre rigide, dans son ensemble, c'est vrai,
tous les séismes, depuis déjà, on va dire Kelvin, depuis Lord Kelvin, on a montré que la Terre était solide, qu'elle était rigide, les séismes le montrent, l'étude des mouvements de la mer, l'étude des marées montre que finalement la Terre elle-même participe peu au mouvement de l'océan. Par conséquent, ça signifie qu'elle est beaucoup plus rigide, qu'elle n'a pas de mobilité comme l'océan. Donc on est amené à l'idée que dans son ensemble, la Terre est rigide, et par conséquent, il ne peut pas y avoir de tel glissement. Et Jeffreys va être le grand adversaire de Wegener. Vous allez voir tout à l'heure comment Wegener va répondre à ces idées-là. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui sont plutôt des partisans. Daly, sur sa Terre mobile en 1926, qui est professeur à Harvard, est quand même un géologue considérable de l'époque, et même si sa conception est différente de celle de Wegener, c'est aussi une conception de la mobilité de la Terre. Gutenberg, le grand spécialiste des problèmes de séismologie, a une conception. En 1927, il va construire un schéma qui est assez voisin de celui de Wegener. Par conséquent, ces gens-là sont des personnages considérables. Venno Gutenberg, Daly sont de grands personnages. Dutoit, enfin je prononce Dutoit, Alexander Dutoit, c'est un nom d'origine française, mais évidemment, comme il est en Afrique du Sud, il se prononce autrement à l'époque, eh bien, fait cette comparaison en 1927. Et puis alors il y a, mais ça j'en reparlerai, je l'étalierai dans un instant, Holmes, le Britannique, Holmes, qui va vraiment aménager la conception de Wegener et qui va lui donner sa forme moderne. C'est si moderne que on a pu dire en 1968, quand on a eu redécouvert tout cet ensemble, eh bien, il y a des historiens qui ont prétendu que Holmes avait une conception beaucoup plus proche de la tectonique globale que la conception à l'origine, que la conception d'Ariès, sous cette forme-là. Voilà donc tout un ensemble qui, à mon avis, montre bien que ça n'est pas rien. Il y a des grandes discussions et, ma foi, quand on a des adversaires de la taille de Jeffreys, eh bien, on peut se dire satisfait tout de même, et la discussion n'est pas close, et notamment, elle ne sera pas close par le débat qui a lieu aux États-Unis. Autant le débat en Angleterre est défavorable, le débat français, ma foi, il est chèvre et chou, finalement, il n'a pas été complètement en défaveur de Wegener. Jolot, qui le mène, qui est un partisan des ponts continentaux, concède que finalement, peut-être que s'il y avait des mouvements des continents en accordéon, ça expliquerait qu'il y a tantôt une liaison, tantôt plus de liaison, puis à nouveau une liaison par la suite. Par conséquent, les idées de Wegener ne sont pas complètement réfutées par le débat qui a lieu à Paris, à la Société géologique de France. Et puis alors, il y a le débat américain, le grand débat américain, celui de la Société des géologues, l'association des géologues pétroliers des États-Unis. Alors, il est dirigé par un certain Van der Gracht, qui fait une très longue introduction, qui fait une très longue conclusion et qui est favorable à Wegener. Alors, on a dit que Wegener avait été attaqué. Il l'est parce que la plupart des participants de cette réunion sont hostiles, mais quand on lit l'ensemble, d'un bout à l'autre, eh bien, on s'aperçoit que les deux contributions de Van der Gracht équilibrent assez les objections. Alors, les objections, évidemment, le principal intervenant défavorable, c'est Willis. Willis, c'est l'homme de la permanence des continents et des océans. J'ai dit c'était l'idée américaine, c'était l'idée de James Dana au siècle précédent, et son élève, Bailey Willis, donc va soutenir
cette conception. Mais il y a John Joly, qui est l'homme qui a découvert la radioactivité des roches et qui va être le premier à calculer l'âge de la Terre à partir de la radioactivité, va mettre en évidence cette radioactivité dans l'écorce, va montrer que dans ce cas-là, l'écorce ne réussit pas à évacuer toute la chaleur qui y est produite, de telle façon qu'une partie de cette chaleur va s'accumuler sous l'écorce, va liquéfier, ou en tout cas ramollir la partie sous-crustale, de telle façon que l'écorce pourra glisser. Alors les autres sont assez adversaires dans l'ensemble. Alors Wegener n'y est pas présent. Certains historiens, en les lisant un peu rapidement, ont cru qu'il était là. Vous voyez qu'il a envoyé 2 notes, mais qu'il ne s'est pas déplacé. Mais les adversaires, Schuchert aussi, lui, c'est pour des arguments à la fois paléontologiques et stratigraphiques qu'il est opposant. Opposant important aussi, il y a William Bowie, mais alors qui va faire une remarque extrêmement intéressante et qui va être reprise ensuite par Van der Gracht dans sa conclusion. Il va dire, oui, alors, solide liquide, parce que Willis disait, et j'aime beaucoup cette formule, Willis dit, on ne coupe pas de l'acier avec des ciseaux de plomb. C'est-à-dire que finalement, alors qu'est-ce qui est le plus solide? Alors, si c'est le scial qui est le plus solide, eh bien, à ce moment-là, c'est pas lui qui doit se plisser. Et si c'est le cima qui est le plus solide, le scial ne peut pas glisser sur le cima. Alors, il y a quelque chose de contradictoire. C'est ce qui est le plus dur, semble-t-il, qui va glisser sur ce qui est le plus fluide. Et alors, Bowie dit, en fait, il y a 2 propriétés différentes. Il y a d'une part la rigidité et l'élasticité. Alors là, la Terre est élastique dans son ensemble, puisque les séismes s'y transmettent. Mais il y a une autre propriété qui est, alors il appelle ça la rigidité résiduelle, il dit aussi la force, la Terre le ciel est strong, et donc il est fort, la force, la rigidité résiduelle, Wegener lui va appeler ça la viscosité tout simplement, donc il y a 2 propriétés différentes. Et je vous lis là ce que Wegener, parce que je crois que c'est très, très clair, va en dire dans sa dernière édition. Il va dire: il n'est pas rare qu'on élève contre la théorie des translations l'objection suivante: la Terre est aussi rigide que l'acier. Donc les continents ne peuvent pas se déplacer. C'est la rigidité de l'acier, ça c'est l'argument de Jeffreys, et qui dit aussi, c'est très britannique, on ne convecte pas le porridge. Bon. Alors, en fait, par des procédés sismologiques et par l'observation des oscillations des pôles et des marées terrestres, on est arrivé à la même valeur moyenne sur le module d'élasticité, et le coefficient de 8,11 pour l'acier est très voisin pour la Terre. On peut vraiment dire que la Terre a la rigidité de l'acier. Mais que peut-on en déduire? En ce qui concerne notre théorie, rien. Parce que la vitesse avec laquelle se meut un continent sous l'action d'une force donnée ne dépend pas en somme de la rigidité du cima, mais d'une autre constante indépendante de celle-ci, notamment du frottement intérieur, c'est-à-dire de la viscosité, ou de son inverse, la fluidité. La viscosité s'exprime en poise et à la dimension grammes par centimètre seconde, alors que l'autre c'est centimètre seconde carré. Par conséquent, on peut passer avec exactitude de la valeur de la rigidité à celle de la viscosité, chacune de ces valeurs devant être obtenue indépendamment. D'ailleurs, la mesure de la viscosité des corps dits solides est extrêmement difficile. Par conséquent, il y a là une réponse aux objections de Jeffreys, ce qui n'est pas rien, puisque Jeffreys est un des très grands adversaires, et notamment donc à cette histoire. Le scial est plus fort pour des sollicitations de longue durée.
il dit c'est une propriété qui est semblable à celle de la cire, alors que le cima, lui, est plus rigide, mais pour des chocs instantanés, et par conséquent, sa propriété est celle qui correspondrait plutôt à la poix. Donc là, c'est la propriété de la cire, l'autre c'est la propriété de la poix, mais en tout cas, les deux, effectivement, ont des propriétés différentes, l'une par des forces de longue durée très faibles, des forces faibles et de longue durée, l'autre par des forces fortes et instantanées. Ne va manquer de cet ensemble-là que l'explication de la force en question. Et on a dit que les forces qu'il mettait en jeu étaient des forces dérisoires, parce qu'effectivement, il ira chercher les forces qui étaient à sa disposition à son époque, et il n'a rien trouvé de très important. Et comme le disait le physicien français Boisse, les forces qui sont invoquées ne suffiraient pas à écraser une brique. Mais Wegener en était conscient, puisqu'il a dit on attend un Newton. Et finalement, eh bien, la question se résoudra, et ce sera du vivant de Wegener. Et c'est là que je dis qu'il y a quand même quelque chose qui tient à la cécité des successeurs, et après la mort de Wegener, pourquoi ces idées-là ont-elles été oubliées, je ne sais pas. Hein. En tout cas, en 1928, Holmes, qui est professeur en Écosse, va publier un article. Depuis 1913, c'est l'homme qui étudie le refroidissement, qui étudie donc l'âge de la Terre. En 1913, il a fait un article sur l'âge de la Terre. Il a étudié progressivement dans une série d'articles le refroidissement, et il a constaté qu'effectivement, la production de chaleur équilibrait le refroidissement initial de la Terre, et que par conséquent, la Terre était en équilibre thermique, ou même se réchauffait, en tout cas qu'il n'y avait pas de refroidissement comme on le croyait au temps de Lord Kelvin. Et alors, il en donne ce schéma. Et ce schéma, c'est le schéma d'Arrhenius, sinon mieux encore que celui d'Arrhenius. Hein. Alors, vous voyez bien, d'abord, il y a un moteur, la convection. Mais la convection, non pas au niveau continent, séparation continent-océan, mais sous le continent. C'est la lithosphère, hein. Enfin, ça sent le mot, bien entendu, pas que le mot lithosphère existe dès cette époque-là, mais c'est la lithosphère sur la sténosphère, et vous voyez, ce mouvement, il est dans la sténosphère, dans le soubassement. Alors, il va écarter, il va étirer le continent. Vous voyez qu'il va se former un nouvel océan, un petit bourrelet au milieu, et puis alors, là où la convection se fait vers le bas, il va y avoir formation d'éclogite. L'éclogite est une roche dense, par conséquent, l'éclogite va s'enfoncer, va suivre donc ce mouvement d'abaissement, et vous voyez que ça va tirer les deux fractions de continents qui se sont séparées. Ça va même les faire descendre, et vous avez de la subduction, quasiment. Hein. Peut-être de façon un peu qu'on voit maintenant, qu'on n'aurait peut-être pas dit à l'époque, bien entendu. Enfin, il y a quelque chose qui ressemble à de la subduction. Il y a de l'accrétion, il y a de la subduction, il y a des mouvements des continents. Tout ça se passe avec un moteur qui est la convection. Vous avez là tous les éléments. Alors, Wegener n'a pas connu cet article puisqu'il paraît seulement en 1931. L'exposé se fait en janvier 1928, il paraîtra seulement en 1931. Les International Geological Society de Glasgow qui le publie ne sont pas très très lus, mais malgré tout, l'idée... c'est curieux parce que finalement, en 1937, quand on prend cette édition-là, c'est Kurt Wegener, le frère de Wegener, qui fait le complément de bibliographie postérieur à la mort de son frère. Et ici, des tas d'articles sur la question, il n'y a pas l'article de Holmes. Il ne manque que ça. Il ne manque que l'article de Holmes. Personne n'a vu
l'intérêt dans ces années-là de l'article d'Holmes. Ursula Marvin, l'historienne américaine, dit c'est incompréhensible cette cécité vis-à-vis de l'apport de Holmes. Et Holmes, il faudra qu'en 1944, dans ses Principles of Physical Geology, il fasse cette fois un exposé qui sera lu par tous les géologues pour qu'on découvre l'idée qu'il se fait et la thèse qu'il soutient. Alors ensuite, vous voyez que malgré tout, il y a des défenseurs encore qui interviennent. Bon, je passe rapidement sur Philibert Rousseau et sur Pierre Dive en France qui ont publié des choses. Il y a d'autres à la suite d'ailleurs, même encore, qui ont publié des choses en France. Il y a surtout Alexander Dutoit qui va maintenir sa défense de Wegener par son fameux livre de 1937. Alors, c'est pareil. Alors, Hallam dit il est fou, Dutoit était fou, et Holmes était inconnu parce que personne ne lisait les publications de la Société de Glasgow. Je ne sais pas. Il y a des gens, par exemple, Roubaud. Marcel Roubaud va professer les idées dans un livre sur la genèse des montagnes, va donner la théorie de Wegener de façon favorable. Et puis, il termine le chapitre sur Wegener, et puis il dit une autre conception, et il parle de Griggs et des courants de convection. C'est-à-dire qu'il ne ferait pas le moindre rapprochement entre les courants de convection chez Griggs et Wegener. C'est-à-dire qu'il ignore entièrement l'apport de Holmes. Donc il voit ça comme deux théories complètement différentes. Il n'y a pas de rapport entre les deux, alors que précisément le rapport entre les deux, eh bien, c'est Holmes, mais il l'ignore. Alors, je ne sais pas. Et Roubaud a été tout le temps un partisan. Alors, je ne sais pas ce que dira Siegfried, mais ton maître Le Pichon, un jour, je ne sais pas si tu étais là, dans un séminaire qui se tenait au collège quand le Turc Schenger il nous a dit d'ailleurs, Le Buchon nous a dit oui, je lui demandais s'il avait discuté avec Roubaud. Il a dit j'ai discuté avec Roubaud, mais Roubaud ne me comprenait pas. C'était un géologue, c'était un point de vue de géologue, de pétrographe, et finalement, bon, il y avait sûrement des éléments qui manquaient pour faire cette synthèse. Alors, pourtant, vous voyez, dès 1956 se tient un symposium sur Wegener, en Tasmanie, et Carré, qui l'organise, a fait sa thèse en 1937, et où il soutenait les idées de Wegener, 1937. Et c'est amusant parce que tout à l'heure, vous allez voir dans ma conclusion, Carré va devenir un partisan de l'expansion de la Terre. Mais en vrai, il est passé par une défense intensive. Et vous voyez, et alors vous voyez, 1943-44, Dutoit va avoir à répondre à un personnage considérable. C'est avec Jeffreys, le géophysicien, le grand adversaire, l'homme qui va vivre vieux et qui va mourir adversaire de la théorie, c'est Simpson. Simpson, le co-découvreur de la théorie synthétique de l'évolution. Et Simpson, comme Jeffreys, tous les deux sont morts nonagénaires, est l'adversaire, jusqu'à sa mort, de cette théorie-là. Et il montre que finalement, ces histoires d'animaux ne sont pas aussi semblables qu'ils le paraissent. Et il faut que Dutoit, le pauvre Dutoit, dans son Afrique du Sud, sorte à cet énorme personnage qu'est George Geller et Simpson. Mais vous voyez que tout de même, en 1962, il y a un hommage à Wegener qui est fourni par Ron Korn, je vais y revenir dans un instant. Et ensuite, une autre équipe, celle de Blackett, Buller et encore automne, va tenir un symposium. Par conséquent,
vous voyez que ces idées réapparaissent assez vite et il est très vite compris que c'était Wegener qui avait soutenu ces conceptions. Alors vous voyez ce colloque de 1962, là, eh bien, Ron Korn va parler, il y a Updike, l'homme qui a montré les échelles, je dirai dans un instant les échelles d'inversion, et qui a mis en évidence les sédiments pour confirmer ces inversions qui étaient connues d'abord par les laves. Et vous voyez d'autres, il y a Benioff qui participe, il y a Benny Menez dont je vais reparler dans un instant si j'en ai le temps, parce que le temps ça va. Il y a Eason, je vais reparler de Eason, et puis il y a Dix évidemment qui est le co-découvreur, redécouvreur avec Ariès. Et par conséquent, vous voyez qu'il y a là quand même, dès qu'on revient à cette conception, ça sera la tectonique globale, si vous voulez, mais malgré tout, elle se fait sous la forme d'un hommage à Wegener. Alors, j'avais dit que je voulais dire un tout petit mot, il vous reste combien de temps? 5 minutes. Un tout petit mot sur la suite, ben ça va être très bref. Dès les années 30, on connaît c'est l'histoire des bordures continentales dans lesquelles il y a des fosses avec des anomalies négatives importantes et par conséquent qui mettent en évidence l'existence de zones qui sont des zones tendant à s'enfoncer. Et en 1934, alors il y a Wadati montre que ces zones que les continents sont bordés par des failles, enfin pas des failles, sont bordés par des séismes s'enfonçant à peu près à 40 degrés sous les continents, et il interprète ça comme étant des failles, et ici, ça n'est pas lui, mais j'ai donné le schéma de Humgrove. Dès 1942, Humgrove va interpréter ça comme étant des failles et va montrer qu'effectivement, le rapport entre les anomalies négatives et ces lignes, ces surfaces plutôt de séisme, correspondent à des zones d'enfoncement, de cisaillement, ce qu'il appelle les zones de cisaillement, et c'est ce que, vous le savez, va reprendre Benioff. Les anomalies magnétiques, eh bien, elles sont connues dès le début du XXe siècle, mais Pierre reprendra ça, peut-être il aura plus de temps pour le faire cet après-midi que moi. C'est Bernard Brune, le frère du géographe, qui va montrer que dans certains cas, bien qu'on ait la même direction du magnétisme ancien, le sens est inversé. Et par conséquent, ces inversions, vous le voyez, elles sont progressivement étudiées. Alors après, lui, il y a eu Mercanton qui, dans les années 20, a étudié ça. C'est un Suisse. Yamatouyama, bien entendu, en 1929. Donc il y a toute une série de travaux. Mais on a de la peine à les interpréter correctement parce que au début des années 50, Louis Néel, le Nobel français, dont le nom est connu de nous tous, va essayer d'interpréter ça comme des auto-inversions. Et par conséquent, il va dire non, le magnétisme est le même, simplement l'inversion se produit dans la roche, mais ça n'est pas le champ qui est inversé, c'est sa marque sur les terrains. Par conséquent, dans les années 50, on ne saura pas de façon claire s'il y a vraiment une auto-inversion ou si l'inversion est dans la nature. Et vous le voyez ici, vous avez sur la droite Cox, Dole et Dalrymple, qui n'est pas marqué ici, mais tous les trois, qui vont montrer que finalement, on s'aperçoit, si on regarde sur les 4 derniers millions d'années, on s'aperçoit que pendant toute une période, il y a un champ normal, pendant toute une période, il y a un champ inverse. Par conséquent, ce n'est pas une affaire d'auto-inversion, mais c'est une affaire d'un champ réel, d'une mesure
reste de ce champ. Et bien sûr, alors on passe évidemment également à cette histoire de la migration des pôles. Par chance, c'est les Anglais qui ont trouvé ça, mais à cause du Commonwealth, parce que finalement, l'équipe de Blackett a travaillé à la fois sur l'Angleterre et puis sur l'Inde et sur le reste du Commonwealth. Irving, qui travaillait avec Runcorn, lui a été nommé en Australie, et par conséquent, en regardant les travaux faits dans les différents continents, on s'est aperçu que quand on prenait un continent, d'une part, si on prenait ici, on a mis l'Amérique du Nord et l'Europe, vous savez, les déclinaisons ne sont pas les mêmes, et par conséquent, ça ne peut s'expliquer, non pas par un mouvement simplement des pôles, mais il a fallu aussi que les continents bougent. Si c'était seulement les pôles, on aurait la même chose sur tous les continents. C'est pas la peine que je vous explique ça, vous savez mieux que moi. Alors, j'ai rappelé ici, ça c'est fin des années 50, en 55, hein, Mason, avec Raff, va mettre en évidence ces fameuses anomalies, la peau de panthère. Et puis alors, mis en évidence aussi, bien entendu, l'existence dans les dorsales d'une vallée centrale, une séismologie qui serait étudiée par Rotté. Il faut quand même dire qu'il y a quand même quelques Français qui interviennent de temps en temps. Hein, Jean-Pierre Rotté met ça en évidence. Ensuite, donc, c'est l'équipe des Américains Ewing avec Eason et Mary Tharp qui vont mettre en évidence cette rift vallée, avec dans cette région ce qu'on appelle le manteau anormal, et dans ce manteau anormal, un flux de chaleur qui a été mis en évidence par Bullard. Et là encore, je me tourne vers Siegfried, parce que le Pichon nous a bien expliqué que finalement, en 1966, eh bien, ce flux qui était connu par les travaux de Bullard, mais était insuffisant. Par conséquent, son insuffisance faisait que Xavier Le Pichon, comme vous le savez, est revenu tranquillement à Strasbourg passer sa thèse en disant eh bien non, ça colle pas, c'est insuffisant. Donc le schéma de Vine et Matthews ne tient pas, et c'est quand il est retourné qu'il a vu, mais ça c'est écrit dans Paradigme, le fameux profil magique de Friedman, et qui s'est dit ah non, là du coup je me suis trompé. Alors Vine et Matthews, vous les avez là avec McKinsey. Bon, je ne vous rappelle pas ça, vous le connaissez, leur schéma, la traduction de ce schéma avec donc les zones d'anomalie négatives et positives qui provoquent une influence sur la valeur, le module du magnétisme. Et je termine alors en disant, ben finalement, toute une équipe de gens à cette époque-là, jusqu'à la fin des années, enfin jusqu'au milieu au moins des années 60, vont hésiter parce que expansion océanique, hein, bien sûr, mais s'il y a expansion océanique et simplement expansion océanique, qu'est-ce qui se passe alors? Où ça passe? Et comme on ne voit pas où ça passe, eh bien pendant un certain temps, on va imaginer, tant qu'on ne connaîtra pas la subduction, c'est-à-dire à partir de 66-67, on imaginera une expansion de la Terre. Et Carrel, Warren Carrel, l'homme qui, dès 1937, avait fait sa thèse sur Wegener, va défendre, jusqu'à sa mort, il est mort en 2001, va défendre cette thèse de l'expansion de la Terre. Et il y a encore des gens, je reçois de temps en temps des correspondances de ces gens-là, parce que j'étais en relation avec l'un d'entre eux en Italie. Il y a encore des gens qui continuent à se bagarrer pour l'expansion de la Terre. Et les partisans de l'expansion de la Terre, au début des années 60, c'était des gens comme Wilson, l'homme des failles transformantes, c'était Eason. Ces gens-là ont été des partisans de l'expansion de la Terre, parce qu'ils ne voyaient pas d'autre moyen. Alors, Eason a très vite compris, quand l'idée de subduction s'est introduite, tout de suite il a changé ses positions. Mais pendant un certain temps, cette idée-là a été une idée d'interprétation de l'affaire, et par les gens qui sont
sont progressistes. D'ailleurs, Wilson avait été longtemps aussi un partisan du fixisme. Il est devenu d'abord expansionniste, et avant d'adhérer à la théorie. Donc, c'est pour vous dire que cette époque, évidemment, c'est une époque. C'est ça que je vais dire pour conclure, puisque vous êtes, vous, des formateurs et que vous devez faire comprendre à nos collègues qui doivent enseigner ça dans la lycée, que finalement, d'abord, il n'y a pas d'abandon complet de ces conceptions de Wegener, qu'elles tiennent la route et qu'il faut bien voir pourquoi elles sont passées sous silence pendant un certain temps, et il faut bien comprendre aussi que les choses ne sont pas aussi facile. Par exemple, ce que je dis sur l'auto-inversion, tous ces travaux-là, moi je me rappelle, quand j'étais étudiant, toutes ces idées des bordures continentales, des zones instables, un type comme Glangeau nous enseignait des choses pareilles, c'est l'époque les plus jeunes, et finalement, on voyait bien qu'il se préparait, mais Guy se rappelle aussi, on voyait bien qu'il se préparait quelque chose sur cette affaire-là. On voyait bien que la conviction était nécessaire pour expliquer ces zones d'anomalies négatives et toutes ces sismologies. Et puis il y a cette auto-inversion qui a été faite. Et finalement, on se rend compte que ce n'était pas si évident de passer de ça aux idées nouvelles. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi, mais j'ai pas très bien compris au départ. Vous avez dit qu'il y avait une opposition entre les idées qui prévalaient en Europe et celles qui prévalaient en Amérique. Mais j'ai pas très bien compris en quoi les géosynclinaux d'Amérique permettaient d'expliquer les observations entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ah ben précisément pas. Les géosynclinaux, c'était l'idée américaine à cette époque-là. Et par conséquent, justement, ça n'expliquait pas les effondrements, ça n'expliquait pas les corrélations entre l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud. Dans la conception d'Émile Hawke, il y avait des aires continentales et des géosynclinaux, puis chez les Américains, il y avait des géosynclinaux qui formaient des chaînes de montagnes en bordure des continents. Moi, je me rappelle, là c'est évidemment en Europe, mais l'existence des géosynclinaux autour des continents. Il y avait des continents anciens qui faisaient des espèces de noyaux, et puis autour se formait une série de nouvelles chaînes et qui accroissaient la surface continentale. Les continents s'accroissaient par des bordures sous forme de géosynclinaux, progressivement. Mais évidemment, ça n'expliquait pas les effondrements. Donc il y avait vraiment une contradiction entre ce schéma-là et le schéma, précisément, des effondrements des continents. Non, vous avez bien compris. Bonjour, je me permets de reposer la question que je vous ai posée tout à l'heure. C'était par rapport à la connaissance de la sténosphère. C'est un élément important en fait dans la tectonique des plaques. Et on a l'impression, en lisant un peu justement un peu l'histoire des sciences de la tectonique des plaques, on a du mal à situer sa découverte, parce que c'est quelque chose d'important en fait dans ce modèle. Alors, je pense que le terme d'asténosphère est relativement ancien, peut-être que Pierre le sait ou Siegfried, mais effectivement, l'histoire de la LVZ, à mon avis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas mes documents là pour en parler, mais d'abord je pense que, puis on parlera, je pense que c'est Gutenberg, non. En tout cas, je sais pas. La sténosphère, c'est Barrel en 82. Ah, c'est pareil. Oui, mais
l'idée de Gutenberg, oui. C'est Gutenberg, il me semble. Gutenberg, il a tout fait. Hein. Gutenberg, le noyau, l'interface noyau-manteau, c'est Gutenberg. Les deux couches de la croûte, c'est Gutenberg. Et la FZ, je crois que c'est, Pierre me confirme, c'est Gutenberg aussi. Hein. Mais ça, le bouquin de Marvin, le dit clairement. Je ne sais pas si Oreskis le dit, mais Marvin le dit bien. Mais ça, j'ai pas. Enfin, Pierre en parlera mieux, mais c'est tout ce que je me rappelle, hein, parce que j'avais travaillé ça un moment, mais j'ai oublié depuis dans le détail. Et pourquoi cet argument n'a pas été utilisé, n'a pas été évoqué en fait? Les caractéristiques de cet aspect. C'est quoi? Le fait que ce soit... Oui, non, mais c'est fin des années 20 dans le Gutenberg là-dessus. Oui, c'est ça. Oui, pour les raisons que tu disais tout à l'heure, il énonce cette idée effectivement qu'il y a un ralentissement des ondes. Dans un modèle où il recherche une certaine plasticité, il l'aurait trouvé sa plasticité, mais c'est pas repris. Comme tu disais, c'est ça qui est étonnant, pourquoi c'est pas repris. Comme ce que tu disais sur Holmes. Ah oui. Et d'ailleurs, vous avez vu, Holmes n'est pas en 62, mais enfin, Holmes, il est né en 90. 62, il a 72 ans, mais j'ai un peu plus, et puis finalement, il y a encore des champs valides à cet âge-là. Mais en tout cas, Holmes ne participe pas au symposium de Runcorn en 62, mais son traité de géologie physique est évoqué, celui de 44, par conséquent, son œuvre est connue, sa participation est connue, au moins à partir de 44. Mais c'est vrai que son article de 31, c'est extraordinaire quand même, hein, que Kurt Wagner ne parle pas de ça quand il fait la biblio postérieure à la mort de son frère. Il y a une cécité vis-à-vis de tous ces éléments-là, parce que il n'y a pas de connaissance assez il n'y a pas de nécessité en quelque sorte. On a plus ou moins abandonné l'idée qu'il y avait deux conceptions différentes. Elles sont plus ou moins stabilisées, plutôt mal que bien peut-être, avec des synthèses comme celle d'Emilog, de telle sorte qu'on ne voit pas la nécessité de faire appel à de pareilles conceptions. Quand j'ai passé le certificat de géologie, c'était en 1956, on avait un cours de Pierre Pruvot, qui était le professeur de géologie, la chaire de géologie de la Sorbonne. Il nous dessinait, comme je le disais alors, un noyau archéen quelque part sur l'Europe du Nord, Scandinavie, un noyau américain, et puis des séries de chaînes entre les deux, et il y avait un effondrement, mais il n'était pas question d'effondrement, il dessinait un ensemble là qui regroupait tout ça, qui traversait totalement l'Atlantique Nord, mais à aucun moment il disait, mais enfin, comment ça passe là-dessus? Et c'est l'enseignement qu'on a eu. Guy, je suppose que Guy a eu cet enseignement aussi. Je m'excuse de me tourner vers les gens qui sont de génération voisine de moi. Et finalement, c'est ce que je disais un jour dans un article d'Esther, aucun d'entre nous n'a levé la main en disant à Pruvot et autres, monsieur le professeur, comment vous effondrez la moitié de l'Atlantique comme ça. Non, ça nous paraissait tout à fait acceptable. Et c'était au moment où déjà les travaux de Blackett, Runcorn, Bullard avaient commencé. Juste, puisque tu me cites, j'ai passé l'agrégation en 1966. Oui, tu es jeune. Et ma femme en 1967. Oui, je suis plus jeune. Et ma femme en 1967. Et M. Aubois était président de jury dans les deux cas. Et M. Aubois, dans un livre qui est publié en 1968, parle encore de géosynchronose. Ça, c'est quelque chose. Il en parle,
le pauvre, si j'ose dire, parce que j'aime beaucoup Beaupoint, il en a parlé encore après son livre. Oui, mais c'est juste parce que la dernière phrase, mon cerveau, oui, Guy, la dernière phrase du livre de 67, le livre en 3 volumes qu'il a fait avec Bruce et Bruce Lehman. Et Bruce et Lehman, la dernière phrase de tectonophysique d'Auboin, c'est « La Terre paraît en expansion ». Ah, je ne l'ai pas amené, je l'ai J'ai eu à faire l'exposé quand il y a eu un débat à la face aux sociétés savantes sur l'expansion de la Terre, et c'était Auboin, qui était à ce moment-là président de l'Institut, qui a présidé l'exposé que j'ai fait, et j'ai terminé mon exposé sans citer cette phrase-là que j'avais dans mes notes, mais je n'ai pas osé, devant mon ami Auboin, dire qu'en 67, il avait écrit cette phrase-là, mais elle était dans son livre. Une dernière question. Peut-être, j'ai oublié de le mentionner, si vous pouvez vous nommer avant la question. Je vais peut-être me nommer. Oui, Gabrielle, dans le livre de Naomi Oreskes, elle insiste énormément sur la dissymétrie de traitement de la théorie de Lechner entre l'Amérique du Nord et l'Europe, en disant que c'était beaucoup plus massivement rejeté comme étant contre les théories dominantes, etc. En Amérique du Nord, est-ce que tu vois ça à travers ta lecture aussi? Bah oui, de toute façon, tu le sais mieux que moi, quand on retravaille sur la question, justement, au début des années 50, là, quand les Anglais, hein, les Anglais de Newcastle, et puis l'équipe de Blackett aussi, travaillent ces questions-là. En France, on y est assez favorable, Tellier est hésitant, mais enfin, malgré tout, ces idées-là n'apparaissent pas pour les mots absurdes. Mais à cette époque-là, les Américains sont à fond contre. Hein. D'ailleurs, Ewing, je crois, n'acceptera jamais. Quand même, l'homme du Lamont Laboratory, qui a exploré les dorsales, eh bien, Ewing a toujours été, je crois, peut-être jusqu'à sa mort, oui, il est mort jeune, relativement jeune, un adversaire de ces idées. Je crois qu'effectivement, alors ça m'a pas frappé dans le bouquin de Oreskes, mais je pense que c'est juste. Hein. Merci beaucoup.